a record of the delightful piece they're going to play this evening. En partenariat avec le service de valorisation de la recherche de l'Université de Corse, Nebia Campus Corté vous présente Débalta Science. Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur Radio Nebia Campus Corté 90.6, vous êtes à Débalta Science. Aujourd'hui, je reçois 3 étudiants qui vont me parler un petit peu de leur rapport à la science. Puisqu'ils étudient tous la science, mais dans des dimensions un petit peu différentes. On a un 3e année de licence en sciences computationnelles, comme on dit, en info pour parler vulgairement. On a aussi un étudiant en première année d'histoire et un étudiant en première année de sciences mathématiques et physique. Et on va faire un petit tour de table, on va se présenter. On va commencer par ma droite. À vous. Alors, moi, c'est Jean-Camille. Je suis en première année d'histoire, comme me présentait Julien. J'ai 20 ans, donc j'ai déjà un petit peu tourné dans la fac. Et en effet, j'étudie la science humaine, la science historique. La science humaine qu'est l'histoire. Et même des sciences humaines. Alors, bonsoir. Moi, je m'appelle Clément. Je suis en 3e année d'informatique. Donc, j'ai moi aussi fait de la science, mais des mathématiques essentiellement. Et on va parler un petit peu de science. Comme l'a dit Jean-Camille, il a eu du mal quand même à sortir le terme de science pour son domaine d'expertise. Donc c'est assez intéressant. Ouais. Moi c'est Nicolas, je suis en première année de sciences pour l'ingénieur. J'ai 32 ans, donc reprise d'études. Jusque-là, ça se passe plutôt bien. Et moi, je suis dans les sciences qui m'intéressent. Pour l'instant, c'est un tronc commun, donc on voit un peu tout, mais pas très loin. Oui, tu veux aller vers quel domaine après ? Informatique. Informatique, oui. Alors, moi d'abord, j'ai envie de commencer par une question. Je me tourne d'abord vers les, on va dire, les plus scientifiques d'entre nous. Comment est-ce que, d'abord en L1, puis après en L3, comment est-ce que tu as l'impression que la fac te donne la méthode scientifique, ou en tout cas te donne la science ? Qu'est-ce que tu as l'impression que l'université tient comme discours sur ce qu'est la science ? À ce niveau-là, c'est un peu difficile d'en parler parce que la première année, c'est surtout les bases, vraiment les bases théoriques. Beaucoup de faits, beaucoup de méthodes, une introduction très générale, quoi. Les seuls notre seule approche, vraiment la méthode scientifique, c'est dans les travaux pratiques. Mais ça reste assez limité à suivre des instructions. À ce niveau-là, on ne peut pas faire. Toi, Nicolas, si tu avais une définition personnelle, parce que du coup, tu as eu le temps de bouger un peu avant de, comme tu disais, tu es en reprise d'études. J'imagine que tu as peut-être des lectures sur ces sujets-là. Je te sais féru de culture scientifique. Si tu avais une définition personnelle, toi, de la science, ça serait laquelle ? Et est-ce que tu la vois en adéquation avec celle de l'université ? Ou est-ce que tu te dis ça arrivera plus tard ? Ou ça parle pas du même sujet, en fait ? La science, pour moi, c'est disons, la chose la plus sûre à laquelle on puisse arriver. Le plus proche de la vérité. Je ne pense pas que ce soit la vérité elle-même, mais vraiment de toutes les disciplines, de tous les domaines intellectuels, c'est là qu'on s'en rapproche le plus. Clément, même question pour les sciences computationnelles. Quelle impression tu as disons que si l'université te donnait un discours de la science, toi qui es un petit peu plus avancé dans le parcours, ce serait lequel ? Alors en informatique, c'est un petit peu différent, puisqu'on a beaucoup moins de cours théoriques en fait. On est beaucoup plus dans de la pratique. Donc vous programmez plus. Voilà, exactement. C'est plus de la programmation. Donc il y a moins l'aspect vraiment recherche scientifique. Mais jusqu'à cette année, j'étais dans le même parcours que Nicolas. Donc, d'accord, c'est une spécialisation. Voilà, c'est une spécialisation du parcours qui arrive en 3e année. Mais jusqu'à la 3e année, en fait, la spécificité de l'université, c'est d'aborder les sciences vraiment de manière segmentée. Et on a l'impression vraiment que la science est figée, en fait. On nous explique ce qui est,
Par discipline. Par discipline, Figé par discipline, on explique ce qui est par discipline, comme si ça avait toujours été comme ça en fait, et comme si ça allait jamais changer, ce qui n'est pas le cas évidemment. Et c'est assez perturbant en fait, Mhm. parce qu'on nous donne des vérités en fait, qui ne sont des vérités que d'un temps en fait. Donc c'est assez paradoxal de parler de science comme si c'était figé. D'accord, donc oui, ça c'est très vrai que les secteurs en sciences sont effectivement, on va dire, inscrits dans l'histoire. Ils ne sont pas immanents. Et la simple notion de discipline, c'est vrai que je préviens tout de suite les auditeurs, sur celle-là, moi-même étant étudiant, je vais m'en mêler. Parce que moi j'ai un avis aussi sur la question. J'aurais même voulu que mon technicien Choupinou-Pinet soit avec moi, parce qu'il a aussi des avis très intéressants là-dessus. On finit avec Jean-Camille. Alors, l'historien, les sciences humaines, comment on se dépatouille là? Alors, ça va être assez facile parce que j'ai fait moi aussi une première année en maths. Ouais, je suis un traître aux sciences humaines. Et justement, ce qui m'avait le plus choqué dans ma première année en maths, c'est qu'on parle pas de méthode scientifique quand on fait de la science en maths. Enfin, du moins à l'université ici à Corté. Seulement en mathématiques En maths ou en physique d'ailleurs, surtout en physique. On nous balance des vérités. C'est-à-dire qu'on apprend bêtement à appliquer des lois. Et ce qui m'a choqué le plus en commençant cette nouvelle année d'histoire, c'est que ça, c'est de suite remis en question. En gros, la première chose que nous apprennent nos profs, principalement en historiographie, on a des cours d'historiographie, donc de la méthode pour faire de l'histoire. On nous dit, jusqu'à maintenant, enfin jusqu'à il y a très récemment, l'histoire c'était, il y a la préhistoire, puis après il y a l'Antiquité, chute de l'Empire romain, c'est le Moyen-Âge, puis après, Révolution française, après découverte des Amériques, hop, on change, nouvelle période. Et c'est pas trop ça. En fait, ils nous disent que maintenant, ça a complètement changé et que c'est plus du tout le délire des historiographes de couper, de segmenter l'histoire. Et on est beaucoup plus sur de la continuité, sur de l'histoire sur le temps long. Et justement, la méthode historique, c'est défigé. Et on nous apprend surtout à appliquer la méthode scientifique dans nos recherches. C'est-à-dire que si on veut dire quelque chose en histoire, il faut pouvoir être sûr que c'est vrai, plus ou moins sûr que c'est vrai. C'est vrai mais après, il faut savoir un truc aussi, pour ceux qui sont... C'est peut-être pas sans lien, faudrait poser la question à des historiens des sciences, mais il s'avère qu'en France, l'école historique fait école, sans mauvais jeu de mots, au niveau mondial. C'est une très bonne école historique. Bien sûr, je ne parle pas de Patrick Buisson, de gens qui ont instrumentalisé l'histoire pour créer des histoires de la France par les rois, etc. Ou des Laurent Deutsch, etc., qui sont bien sûr qui sont la risée de l'histoire et des académiciens dans ce domaine-là. Mais l'académie historienne est vraiment fortiche en France, tout comme l'école mathématicienne. Alors, est-ce qu'il y a un lien? Je ne sais pas. Est-ce que la méthode mathématique a déteint les bons historiens fréquentant des bons mathématiciens? Alors, moi, il y a quelque chose sur lequel je voudrais revenir, c'est effectivement il y a deux choses, mais on va faire ça dans l'ordre. Moi, j'aime bien cette notion de vérité et de chose la plus vraie. La plus vraie, atteignable. Que tu évoquais. Alors moi, j'ai envie presque de vous proposer un petit problème. Est-ce que si la science est la chose la plus vraie, ou la méthode d'acquisition de la chose la plus vraie, c'est bien, ça boucle un peu avec ce que disait Jean-Camille au début, c'est-à-dire l'absence de méthode, on n'apprend pas la méthode aux scientifiques finalement, enfin aux scientifiques dits durs, puisqu'on présume que la simple pratique induira les bonnes actions et la bonne méthode. Et donc au final, on leur apprend pas, on leur fait pas faire d'épistémologie, etc. Du coup, est-ce que, en Grèce antique, aller voir une Pythie
pour qu'elle nous prédise le temps de demain et la prochaine guerre, est-ce qu'à ce moment-là, c'est de la science, puisque c'est probablement notre meilleure méthode d'acquisition à disponibilité dans le réservoir philosophique, épistémologique de ce moment, ou, je caricature hein, bien entendu, ou est-ce que c'est un exemple qui invalide justement ça? Est-ce que c'est toujours une méthode d'acquisition de savoir? Qu'est-ce qui différencie la méthode d'acquisition de savoir scientifique de la méthode d'acquisition de savoir qui ne l'est pas? Est-ce que quelqu'un a envie de réagir là-dessus? Vas-y Nicolas, vas-y. Ouais, c'est une très bonne question. Et c'est le problème de à qui faire confiance, justement. À l'ère des fake quelle est la news. différence? Oui, maintenant particulièrement, mais même c'est quelque chose qui a toujours été. Est-ce qu'on peut faire confiance à ce professeur, à tous ces professeurs, et pourquoi est-ce qu'on va faire confiance à eux plutôt qu'à quelqu'un qui va dire Au final, n'importe quoi. moi, souvent je pense cet exemple-là, je le trouve assez sympa, c'est le coup de la Terre est ronde. Oui. Oui, mais au final, comment tu sais ça? Bah, je sais pas, enfin, tu le sais que la Terre elle est ronde, enfin. On sait que la Terre est ronde. Et la plupart, c'est assez marrant, disent depuis Galilée. C'est-à-dire que C'est avant qu'on sait que la Terre est ronde. Bien sûr, Les mais Grecs, la plupart vont Exactement. dire Galilée en confondant un petit peu l'héliocentrisme. Enfin bon. Et effectivement, les platistes, eux, savent, entre guillemets, pourquoi la Terre est plate. Tandis que les gens qui pensent que la Terre est ronde sont assez le prennent finalement juste comme un nouveau dogme. Et on rejoint cette idée de confiance, c'est-à-dire qu'il y a des détenteurs de la légitimité qui vont dire que la Terre est ronde, et à ce moment-là, la Terre est ronde. Mais au final, on a une mauvaise connaissance de nos connaissances, quelque part. Il y a un petit peu ça. Clément, tu voulais réagir? Oui, à propos de ce qu'on pourrait rapprocher de la religion maintenant, a posteriori, par exemple pour l'Antiquité, ce qui fait, je pense, la différence avec de la science, c'est que la science cherche, par exemple, à extrapoler des lois sur les phénomènes sans se soucier de la fin de ces lois. Pourquoi est-ce que ça se passe comme ça? C'est pas le domaine d'étude en fait de la science. La science pose c'est la quelque question, chose qui n'intéresse pas la science. La science pose la question comment et pas pourquoi. Exactement. Elle n'a pas le souci téléologique, ce qu'on appelle. Elle n'a pas la question du but. Elle ne pose que la question du comment. Alors, et aussi rapidement, pour revenir sur les Grecs, nous on nous répète que les Grecs croyaient pas en leur mythe. C'est un bon bouquin. Et bon, mais c'est une vraie question qui est très intéressante. C'est pas tout à fait vrai, mais est-ce que les Grecs croyaient en leur mythe? Il y a je crois que d'ailleurs c'est un sociologue, un grec comme ça, qui avait écrit un bouquin qui comparait en fait Jérusalem et Athènes. Donc Jérusalem, en gros, il disait que l'Occident était l'héritier de Jérusalem et d'Athènes, parce qu'on est une société de croyance et de science. Et donc, en gros, il disait que l'Athènes était qu'une société de science et Jérusalem qu'une société de croyance. Et en fait, c'est ça le truc, c'est que les Grecs, eux, ils avaient des gens qui étaient là pour tenir les mythes, donc, dont la Pythie. La Pythie était considérée comme détentrice des mythes et tout ça. Donc, quand on voulait quelque chose d'un mythe, on allait le voir. Mais les stratèges athéniens n'allaient pas voir la Pythie pour savoir s'ils devaient partir en guerre. Il n'y avait pas cet aspect superstition, ouais. Très, très, très peu. Ça pouvait être utilisé, mais ça a été utilisé à un moment, genre par les démagogues athéniens, et c'était pas ouf. C'était pas les meilleurs moments. C'était pas les meilleurs moments de la démocratie d'Athènes. Mais non, la stratégie de guerre était réservée à des guerriers qui étaient formés en philosophie, en mathématiques, en géographie, en histoire. Et d'ailleurs, ça se vérifie très bien dans la guerre du Péloponnèse. Thucydide, quand il écrit la guerre du Péloponnèse, il commence son livre en disant « Je lègue ça à l'humanité ». On considère comme le premier vrai ouvrage d'histoire. Le premier et pendant très longtemps le seul. Parce que ceux qui ont fait de l'histoire après, c'était pas du niveau de Thucydide. Et en fait, ce qu'il fait, lui, c'est un vrai travail d'historien. Il recherche, il t'explique ce qui se passe, pourquoi ça se passe. Et lui, il n'a pas une formation d'historien. Ça n'existait pas. Oui, il faut la créer. Il a une formation de mathématicien philosophe. Enfin, il a une formation d'athénien. Tiens, puisque je te tiens, comment tu expliques le fait que dans ton domaine qu'on répertorie dans les sciences humaines,
déjà en première année, on va te placer de manière épistémologique dans le champ scientifique en te disant voilà ce qu'est la méthode scientifique, voilà ce que tu dois appliquer pour prétendre au titre de science, entre guillemets, alors que dans les domaines qui se réfèrent à la science dure, il y a beaucoup plus de distance qui est prise. C'est-à-dire qu'on peut très bien avoir un doctorat sans jamais avoir lu Bachelard, sans jamais avoir lu Gödel, Gödel ou Popper, ou je ne sais pas quel épistémologue. Mais parce que moi je pense que c'est parce que... Et après Clément aussi, je sens qu'il saute sur son siège. Si tu fais pas ça en maths, ça ne fonctionne pas du tout. C'est-à-dire que si tu n'appliques pas les règles de base de la science en mathématiques ou les axiomes des mathématiques, donc ce qui fait que les maths, ça marche, eh bien, ça ne fait pas des maths. Alors que si tu fais ça avec de l'histoire, eh bien, tu peux avoir un récit plausible. Ça ressemble à ce que ça pourrait être de l'histoire. Quand tu as l'histoire des rois de France, écrit par les rois de France, c'est pas de l'histoire qu'ils font, mais pendant longtemps, ça y ressemble, parce que c'est du texte écrit qui parle d'événements passés. Bon, ça ressemble à de l'histoire, c'est pas de l'histoire. C'est du roman. Oui, c'est du roman éventuellement national. Clément, tu voulais dire ? J'ai une autre lecture en fait sur le pourquoi des cours de méthode scientifique dans les sciences sociales en général, pas que dans l'histoire. C'est parce que dans ces domaines-là, les gens qui étudient ces domaines-là sont en quelque sorte habitués aux reproches qu'on leur fait de ne pas être de vrais scientifiques. Ouais, c'est marrant, c'est un peu... en quelque sorte. J'ai le même avis, ouais. Et donc en fait, Non, pas par vengeance. Non, c'est qu'ils se préparent en fait à être attaqués. Sur la rigueur. Sur la rigueur, en prenant des cours, entre guillemets, de rigueur, justement. Est-ce que ça les forme pas à être des meilleurs scientifiques, finalement ? Ça les formerait à être... Dès lors qu'ils ont connaissance de leurs propres biais, etc., etc. Oui, c'est possible, oui. C'est possible que ça améliore la scientificité de leur domaine. Mais je pense que c'est aussi, en quelque sorte... je vois ça comme un côté égoïste, en fait. On a des cours de méthode scientifique, donc... d'une manière déductive directe, on devient de la science. Et cet aspect-là, je pense, se discute. D'accord. Et pour le coup, ouais, non, moi, là, je te rejoins un petit peu sur le début de ton intervention, sur le coup de... Je pense effectivement que les sciences humaines sont plus ont tellement été attaquées, je veux dire, on le sait depuis les catégories de l'entendement professoral ou d'autres analyses comme ça des champs académiques. À tort ou à raison ? Vous n'avez pas la question. Oui, non, mais c'est même... voilà, c'est exactement ça. C'est dans tous les cas, il y a des hiérarchies dans l'académie. Je veux dire, moi, un des plus vieux combats que je vous conseille, qui est d'ailleurs le combat qui a fait venir la sociologie dans l'académisme, si vous me permettez ce isme, au début du siècle, à la fin du siècle dernier, c'est le combat d'Émile Durkheim pour que la sociologie soit reconnue comme discipline à étudier. Effectivement, presque étant le petit dernier, c'est celui qui a le plus à se justifier à un tel point. Et encore, là, toi, tu es en histoire, donc en histoire, on est capable de... Je veux prendre un exemple tout bête, mais pour Noël, on peut offrir une collection de livres d'histoire. Ça peut passer. Mais si vous offrez une collection de livres de sociologie, vous passez pour un fou, quoi. C'est-à-dire qu'il y a des disciplines qui sont plus ou moins légitimes dans le champ public. Du coup, oui, je pense qu'effectivement, ils ont la sociologie, l'histoire, les sciences humaines, l'économie un petit peu moins, parce que l'économie a eu des prétentions de l'ordre physique. On recevait l'autre fois Antoine Belgodère qui disait on est entre la physique et la sociologie. Et elle s'est mathématisée aussi. Ça lui donne une certaine légitimité de façade. Oui, mais de façade, mais on retrouve par bien des aspects beaucoup de mathématisation, et quelquefois même plus complexes en sociologie, avec des gens comme White, qui sont assez peu connus. Mais tu vois ce que je veux dire, ça existe, quoi. Mais effectivement, je pense qu'ils ont été beaucoup attaqués, et que face à ces attaques, ils ont mis ce réflexe de « Ok, vous avez peur qu'on vous dise du bullshit ». Donc, ou que nos opinions politiques soient trop présentes. Donc, on va avoir plus de méthodes. C'est aussi ça le problème. C'est qu'en histoire, enfin en sciences sociales, en sciences humaines en règle générale, les affects de l'auteur
peuvent beaucoup plus affecter son travail. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui font du travail historique et qui sont forcément leur opinion se ressent sur leurs ouvrages, alors qu'un mathématicien, même si Julien pourrait trouver des contre-exemples bien sûr. Ah non, mais je peux en trouver. Là, tout de suite, j'ai Paul Dirac. Ouais, j'allais te citer Dirac. Mais non, mais j'en ai plein, oui. Mais là, Einstein. voilà, en maths, ça ne remet pas en question l'authenticité du travail du mathématicien, alors qu'en histoire, tout à fait, oui. Si tu te fais traiter de gauchiste, communiste, machin bidule, bah, ça va délégitimiser ton travail, alors que si ton travail il est factuellement vrai et factuellement inattaquable. C'est-à-dire qu'on peut invalider une théorie historique, pas un argument politique. On ne peut pas invalider une théorie mathématique par un instrument. Bon, alors, est-ce qu'on ne peut pas intrinsèquement, de manière épistémologique, ou est-ce qu'on ne peut pas, pour des raisons historiques d'appréciation des mathématiques comme supérieures aux sciences humaines? Je pense qu'il y a une différence fondamentale entre les deux, en fait. D'un côté, les maths, la physique, les sciences physiques, les sciences mathématiques, on va dire, et de l'autre côté, ce qu'on appelle les sciences sociales, c'est que dans les sciences mathématiques, il y a une chose en plus sur laquelle on peut se reposer. Il y a quelque chose de on va dire, solide un peu. Et paradoxalement, justement, d'intangible. Moi, je ne suis pas d'accord sur ça. C'est que dans les mathématiques, on a la preuve. C'est-à-dire la preuve rigoureuse qui est censée être inattaquable. Et sur laquelle on va baser donc la preuve d'un théorème. Voilà. Et dans les autres sciences mathématiques, qui utilisent aussi les maths, mais il y a l'expérience. Et les résultats des expériences, des observations qui, elles, sont à peu près inattaquables aussi. Du coup, tu découperais ça comment? Genre mathématiques et le reste? Ou parce que les mathématiques n'ont pas accès à l'expérience? Ou, tu me diras, les historiens n'ont pas beaucoup accès à l'expérience non plus, mais ou les sciences très mathématisées, les sciences moins mathématisées, et où est-ce que tu mets la barrière? Qui est la frontière? Est-ce que les économistes sont la frontière, les sociologues sont la frontière? Je pense que la frontière est assez floue, en fait. Au fur et à mesure qu'on s'éloigne des mathématiques sur le spectre, on peut devenir beaucoup plus attaquable. Donc au final, il n'y aurait pas tant des sciences et des pas sciences, mais plus des choses plus ou moins scientifiques, c'est ça que tu veux dire? Pas vraiment plus ou moins scientifique, mais plus ou moins avec cette base fondamentale et en apparence inattaquable. Mais en apparence. Parce qu'on peut dire, bien sûr, parce qu'après, évidemment, une preuve peut être fausse, les axiomes de base d'une théorie mathématique peuvent mener à des paradoxes. Et, ils le font souvent, oui. D'ailleurs, ça arrive très souvent. On parlait de Gödel tout à l'heure. Et Gödel déjà a bien foutu le beul. Non, voilà. Mais justement, j'en parlais avec un mathématicien qui me disait, ça y est, maintenant Gödel, on a digéré. Et on fait plus trop ce genre de conneries. Ils l'ont digéré dans le sens où ils ont accepté l'inévitable. Oui. J'ai l'impression qu'ils ont eu tendance à l'ignorer. Enfin, c'est ma compréhension. Et c'est marrant parce qu'au final, juste par parenthèse, finalement, Gödel, la seule chose qu'il a faite, c'est qu'il a transposé en mathématiques des paradoxes très anciens de philosophie, je dirais plus que d'histoire, des phrases auto-référencées, quoi. Cette phrase est fausse, par exemple, ou cette chose-là. Et du coup, il fait pour les auditeurs qui ne seraient pas forcément mathématiciens, il va créer des démonstrations. Il va faire, par exemple, des ensembles d'ensembles qui se contiennent eux-mêmes. Enfin, vous voyez, des choses comme ça. L'ensemble de tous les ensembles qui ne contient rien. Qui ne se contient pas. Donc, il va faire des phrases auto-référencées, mais au lieu de le faire avec des mots comme les gens normaux, c'est un salopard de mathématicien, donc il fait ça avec des chiffres bizarres et tout. Et il arrive à des choses extrêmement intéressantes. On peut penser à Tarski aussi, qui arrive à des jolis paradoxes. Enfin, bon. Moi, j'ai presque... Je veux revenir un petit peu sur ce que tu disais, Clément, un petit peu plus tôt, sur le fait que les sciences définies comme sciences, mais tu veux réagir d'abord? Oui, je suis assez d'accord avec le découpage sur le spectre. Juste, je mettrai les mathématiques en fait en dehors de cette classification. Pour moi, les mathématiques n'est pas une science en fait. C'est un outil qui sert à faire de la science. On ne peut pas faire de science sans mathématiques.
On se voit trop souvent, c'est pas possible. Justement. Tu vas te faire des ennemis, là. Non, Et- justement, il oui, se fait un allié. peut-être. C'est vrai que Un seul. c'est vrai que ça semble, c'est subversif en apparence en fait, mais de dire que les mathématiques ne sont pas des sciences. On en discutait Hors antenne. hors antenne, exactement. et j'avais décrit les mathématiques comme une proto-science, ce qui a donné naissance en fait aux sciences. C'est tout ce qu'on appelle science, donc ce qui est physique par exemple, même en allant sur des choses un petit peu moins évidentes, par exemple de la zoologie, ce genre de choses, on arrive à les formaliser à l'aide du formalisme mathématique. Et en ce sens-là, ce serait absurde en fait, en quelque sorte, même si ça semble défendable, de dire que les mathématiques sont une science parce qu'on peut formaliser les mathématiques avec le formalisme mathématique. Ça n'a aucun sens. Donc c'est pour ça que je place les mathématiques hors du domaine des sciences, en fait. Puis d'autant plus qu'il y a des gens comme Popper qui imposent l'expérience dans le schème de la science, on va dire. Et d'ailleurs, Popper sort les mathématiques de la science, il me semble. Du coup, Oui. du coup, c'est quoi une science? Mais C'est on va y venir. Merci. On va y venir. Mais d'abord, moi, bon, après, si vous voulez bifurquer direct là-dessus, moi, ça Non, me vas-y, dérange vas-y. absolument pas. Mais je voulais revenir, ouais, comme tu disais, Clément, tout à l'heure, le découpage en disciplines et ces frontières floues sont inscrites historiquement et culturellement. Comment vous voyez ça Comment vous voyez ça dans vos études? Est-ce que vous dites ah putain, mais ce cours-là, ils auraient dû le foutre là, ou ces cours-là, ils devraient les séparer. Par exemple, moi, en sciences pour l'ingénieur, moi, ça m'a toujours fait rire. Il y a un cours de mathématiques, d'algèbre, il y a un cours d'analyse, bon, c'est des mathématiques aussi. Il y a un cours de physique. Qui peut avoir plusieurs variantes aussi. Puis, un peu à la jonction de tout ça, il y a un cours tenu par un professeur qu'on ne salue pas. Je m'en fous, il n'écoute pas. C'est trop philosophique, il n'écoutera jamais. Mais qui est la technique mathématique en physique. C'est justement, on est à ce point de jonction-là. Est-ce qu'il est nécessaire ? Pourquoi il est nécessaire? Est-ce qu'il ne devrait pas se diluer dans le reste? Est-ce qu'il devrait, au contraire, englober tous les autres? Comment vous le... Est-ce que toi aussi, tu as ce genre de petites contradictions en sciences humaines? Non, parce que nous, c'est la méthode historique qui est appliquée dans tous les champs de l'histoire. Donc, on fait de l'histoire de la méthode historique. Bon, après, c'est la même méthode en physique. Oui, parce que ce qu'il nous demande d'appliquer, c'est ce qu'on appelle la méthode scientifique, dans le sens où établir des hypothèses, trouver des choses qui les valident ou qui les invalident, et faire de l'expérience. Alors, pour le coup, tu ne peux pas faire de l'expérience parce que et encore que... Si, mais en fait, tu peux faire de l'expérience en histoire. Ça se démontre. Il y a des gens qui se sont demandé comment au XIVe siècle on faisait des châteaux. Ça paraît un peu compliqué. Et du coup, ils sont en train de faire un château avec les méthodes du XIVe siècle, donc, ou du XVe, ou un truc. Ouais, je crois 14-15e. Il y a eu par parenthèse, et ça fera plaisir à nos amis scientifiques, un physicien de l'université Sophia Antipolis. Qui s'appelle Henri Brock, j'ai failli perdre son nom, Henri Brock, qui fait, vous savez, ces dessins qu'il y a au Pérou, qu'on voit du ciel. Nazca. Oui, Voilà. les géoglyphes. Ouais. Et qu'on dit, mais c'est pas possible, ça a été fait. Par les Vous extraterrestres. voyez bien que là, c'est Au moins. un vaisseau spatial qui va, il va là, il fait demi-tour, hop, il fait une petite marche Et arrière, un petit hop, créneau. il fait la Ouais. virgule, hop, ça fait un lion. Vous voyez, et qui reprend un petit peu cette idée-là en disant, il prend ses étudiants, il leur donne des cours de zététique, c'est une discipline que j'adore, qui se concentre sur la méthode scientifique. Il prend, il les jette dans un champ, il dit faites-moi ça. Alors ils réfléchissent, alors, comment on va faire, etc. Puis ils finissent par trouver une méthode où il n'y a pas besoin d'iPhone. Hein. Mais vraiment pas. Hein. Ils prennent des ficelettes, des bâtons, en fait ils font un quadrillage tout con, en fait. Et ils refont exactement le même machin dans des proportions, mais c'est des grands dessins, avec vraiment des bâtons et de la ficelle, quoi.
Donc oui, en fait, il y a des méthodes, en tout cas pour retrouver des techniques, etc. Pour savoir si c'est possible, parce que en histoire, il y a plein d'endroits où on se dit mais c'est impossible, comment ils ont pu faire ça avec si peu de choses. Et parce qu'on a notre vision d'homme du 21e siècle, pour le coup. Voilà, où il n'avait pas de pelleteuse. Et les mecs font venir leurs pierres de l'autre bout de la France en les faisant descendre sur des radeaux sur les fleuves. Quoi. Ouais. Donc, parce qu'ils se disent qu'à l'époque, s'ils voulaient de la pierre, il fallait aller chercher là-bas. Comment ils faisaient ? Et on y arrive. D'accord. Donc, et alors, les deux scientifiques, vous le viriez ou vous mettriez tout dans la TMP, dans la technique mathématique en physique ? Non, je pense que c'est pas une mauvaise idée de le séparer. Non, je pense que c'est un cours qui est assez utile d'ailleurs parce que... Ah oui, ça. Alors ça, par contre, oui. La physique... mais je vois Clément qui rigole. Non, mais en vrai, c'est super utile parce que, quel que soit l'enseignement, le truc qu'il y a, c'est que tu apprends des maths. Ouais. En physique, on te demande de faire des maths, mais tu sais pas quoi faire. Quoi. Parce qu'on t'apprend plein de maths différentes. Ouais. Et puis là, tout d'un coup, on fait regarde, c'est ces outils-là que tu vas devoir utiliser si tu veux savoir à quelle distance va tomber ton boulet de canon. Quoi. Et c'est ce que disait mon collègue tout à l'heure sur les maths comme un outil, même si je suis pas trop d'accord avec ça. Je pense que c'est quelque chose qui a son identité propre et qui vaut le coup d'étudier vraiment, vraiment de manière pure, les maths pures. Mais c'est vrai, un outil pour le reste des sciences, et surtout pour la physique d'ailleurs, parce que la physique c'est des maths, c'est des maths appliquées avec des expériences, des observations aussi. Mais c'est des maths, c'est pas des maths, c'est vraiment des méthodes de calcul. Oui, et puis pour le coup, en physique, on a accès à l'expérience. Donc il y a quand même Mais là où est-ce que c'est vrai que... Mais après ça, j'avoue que c'est un truc que je retrouve un peu dans toutes les sciences. C'est qu'il y a souvent des principes. Qu'en mathématiques, on s'embête même pas à appeler ça des principes. La plupart du temps, on va plutôt appeler ça des axiomes. Qui non seulement ne sont pas prouvables en mathématiques, par définition, mais quand on arrive dans le champ de la physique, par exemple, c'est même pire que ça. C'est que, étant donné... en fait, il y a une espèce de retranscription de « ça n'est pas prouvable et ça n'est pas approuvé ». C'est « cette chose n'existe pas ». J'aime bien cet exemple newtonien du mouvement rectiligne uniforme. Personne n'a jamais vu un mouvement rectiligne uniforme, alors que toute la physique newtonienne, c'est-à-dire ce qui nous permet d'envoyer des satellites dans l'espace, est basée sur un certain nombre de principes, Principia Naturae, Mathematica, et qui reposent notamment sur à chaque fois un certain nombre de principes qui non seulement ne sont pas vérifiables, mais en plus n'ont jamais été constatés. Galilée, qui est sûrement le père de la physique moderne, est le premier à faire ça. Il fait tomber des poids, en fait il n'a jamais foutu les pieds sur la tour de Pise, mais il fait tomber des poids dans de l'eau, dans de l'air, dans ce qu'il appelle à l'époque de la mélasse, une espèce de boue. Il se rend compte qu'il y a des différences de vitesse de chute. Et il en arrive à un moment de l'histoire où est-ce qu'on doute même de l'existence du vide. C'est un sujet depuis Démocrite, Aristote, c'est déjà un sujet de est-ce qu'il y a du non-être, est-ce que le vide existe en tant que tel, qui sera repris bien plus tard par Bergson et d'autres, mais dans la philosophie, je parle. Eh bien, effectivement, il va postuler que si je pouvais faire le vide, alors tous les objets tomberaient à la même vitesse. Donc là aussi, il va postuler sur des choses qui non seulement ne sont pas... En fait, c'est carrément un axiome, quoi. C'est si je peux ajouter les nombres, alors A carré plus B carré égale C carré. C'est un axiome, mais qui peut être vérifié. Qui peut être vérifié. Non, un axiome, dans quel morceau de l'espace tu pourrais me faire un mouvement rectiligne uniforme ? Moi, je t'attends. Trouve-le. Il y a des solutions d'équations d'Einstein d'univers plat, mais c'est on apparente ça à des solutions non physiques. Enfin, c'est des choses, encore une fois, qu'on ne peut pas observer, en fait. Oui, mais il y a des choses qu'on peut observer en principe aussi. C'est-à-dire ?
C'est-à-dire, par exemple, on peut dire oui, on le fait souvent d'ailleurs en physique, dans un espace plat, sans le moindre champ gravitationnel autour, on a ça. Évidemment, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Mais en principe, ça existe. Voilà. Oui, mais du coup, c'est pas démontré. Oui, non, c'est une sorte un d'expérience axiome. de pensée, en fait. C'est un axiome. Après, on peut avoir de bons indices que cette chose est vraie en disant si le mouvement rectiligne uniforme Dixit Galilée, c'est comme rien. C'est-à-dire que aller tout droit à la même vitesse sans accélérer ou décélérer, sans tourner, c'est la même chose, sans force de frottement, c'est la même chose que d'être immobile. Alors, quand j'envoie mon boulet de canon, qui lui est soumis à la gravité, aux forces de frottement, etc., alors il devrait tomber ici. Hop, ça tombe ici. Est-ce que ça valide pour autant l'axiome ? Oui, mais on pourrait penser que oui. Et ça n'empêche pas que derrière, si les axiomes de Newton sont vrais, il n'y a pas de décalement du périlé de Mercure, d'un quart d'arc par siècle. Et pourtant, il y est. Et il faut non pas ce qu'on appelle rajouter un objet au bagage ontologique de sa théorie, mais bel et bien changer la théorie. Et ça, on devra attendre 1915 avec la relativité générale d'Einstein, alors qu'il y avait bien des expériences qui semblaient valider les axiomes. Newton avait raison jusqu'à ce qu'il ait plus raison. C'est ça. Justement, ça marche très bien en histoire. Certains historiens avaient raison jusqu'à ce qu'ils n'aient plus raison. Mais en physique aussi, c'est très. Est-ce qu'on ne s'approche pas justement du coup d'une définition de la science ? Ouais. Alors, qu'est-ce que c'est que la science ? Est-ce que c'est pas justement avoir raison jusqu'à ce qu'on ait tort ? C'est vrai, mais en étant prêt à avoir tort à chaque instant. Je sais pas, dites-moi un petit peu ce que... Clément, toi, comment tu vois la science ? Je vois ça comme la quête du vrai, en fait. Pas comme le vrai en soi. Oui, comme disait Nicolas au début. Ouais. Comme l'envie d'atteindre le vrai. Un processus. Donc c'est forcément un processus. Bon, ça va, du dans coup. la définition. C'est une quête philosophique. Et là où je ne suis plus plus en accord avec Jean-Camille qui me fait la remarque actuellement. Attends, si tu me permets, la pitié, elle a pour but le vrai. Non, du tout. Ah ben, tu lui poses la question, elle te dit oui, moi je vais chercher le vrai en parlant avec les dieux. Elle a pour but d'expliquer des phénomènes, ce qui déjà n'est pas le but de la science, qui a pour but d'extirper des lois sur ces phénomènes et pas de les expliquer eux-mêmes. Mais que dalle. Et elle a pour but en quelque sorte de rendre service, si on veut dire ça de manière simple. Ce qui n'est pas le but de la science. La science n'a pas pour but de te faire sentir bien dans ta peau. Ce n'est pas le but de la science. Quand tu vas aller voir la pitié, que tu vas lui dire Dieu, qu'est-ce qu'il pense ? Là déjà, tu n'es plus dans la quête du vrai. Tu es dans le but de te faire du bien. Ce qui n'est pas le but de la science. Quand tu es dans une réalité où Dieu existe, ou pas Dieu, mais un certain nombre de divinités, ils ont une existence tangible. Il y a le dieu de la rivière, pour toi, qui est juste une incarnation d'un certain nombre de lois régissant la rivière. Et que tu envoies la pitié pour demander il va y avoir du poisson cette année ou pas ? Tu y vas en quête de vrai. Ou je me plante là ? Oui, il va en quête de vrai, mais après, il peut lui demander des comptes. C'est-à-dire, comment ? Est-ce qu'il y a des poissons cette année ? Il vérifie après. S'il n'y en a pas. Oui, mais d'accord. Mais le fait de savoir s'il va vraiment en quête de vrai est très discutable. Alors, d'accord. Du coup, est-ce qu'il va y avoir une crise ? Non. Il y a une crise. Est-ce qu'on arrête l'économie ? En pratique, non. Et bim ! En pratique, non. Non, mais ça, c'est autre chose. Tu parles d'application après. Enfin, si on prend juste... Bon, je sais bien qu'on n'y arrivera pas en une heure, mais si on prend juste le coup d'avoir la quête du vrai, moi, un prêtre ou un moine ou n'importe quel religieux qui s'en va dans la montagne faire une ascèse, Zarathustra ne fait rien d'autre qu'une quête du vrai. Oui. Mais Enfin, Zarathustra, c'est un cas particulier parce qu'il a trouvé. Parce que le fait d'aller dans la montagne. Le fait d'aller voir la pitié, peut-être vu. Le fait d'aller voir la pitié, ça peut être vu comme une démarche scientifique. Mais la pitié elle-même, ce n'est pas de la science. Elle fait pas de la science. Elle fait pas de la science. Alors pourquoi ? C'est de la démarche scientifique, parce que celui qui va la voir part du principe que ce qu'il va lui dire est vrai. Donc lui, il est dans une démarche scientifique. Parce qu'il va chercher le savoir, qu'il juge vrai. Mais elle, qui va lui donner ce savoir, comme elle n'est pas dans la science, parce qu'elle interprète
Donc elle a forcément des sous-entendus, conscients ou inconscients. Elle a des buts dans parce ce qu'elle va raconter. Mhm. Donc déjà, s'il y a un but derrière derrière la création de connaissances, puisque c'est ce que la Pity fait, elle crée de la connaissance. S'il y a un but dans cette création de connaissances-là, déjà, c'est plus vraiment de la Je science. suis pas d'accord, moi. Ouais, là-dessus. mais moi non plus. Alors- Attends, c'est ce coup de l'interprétation, enfin, n'importe quel chercheur peut l'avoir. Moi, Ça dépend des domaines. moi, je vais faire une autre définition de la science. Oui, vas-y. Qui va plaire, qui m'arrange à moi, du coup, un petit peu. C'est le principe des sciences sociales. Mais c'est le principe de toutes les définitions qu'on fait soi-même. Je ne suis pas d'accord avec cette incartade. Pour moi, la science, c'est la méthode. C'est pas la démarche. On s'en fout de la démarche. La démarche d'aller chercher du vrai. Oui, ça peut être de la science, ça peut ne pas être de la science. C'est pas ça. C'est la méthode d'acquisition du savoir qui va faire si c'est scientifique ou pas. Si tu as une méthode suffisamment stricte pour obtenir quasiment à chaque coup un savoir qui est vérifiable et survérifiable et qui s'approche de ce qu'on peut appeler le vrai, ouais, tu fais de la science. C'est-à-dire que quand un historien cherche à savoir ce qui s'est passé à tel moment, il fait de la science, c'est-à-dire qu'il cherche le vrai, il est dans la recherche du vrai, donc ça rentre dans ta définition, mais plus que ça. Parce que si le mec décide de rechercher le vrai en lisant seulement les bouquins de l'historien du roi, il n'est pas dans la science. Parce qu'il se base que sur une seule source. C'est un pigiste. Voilà, enfin, c'est l'AFP, quoi. Voilà, c'est ça. Alors que si l'historien il est dans une démarche de découverte d'un savoir, de relier les sources, de croiser des sources qui ne sont pas forcément historiques. Maintenant, on parle d'histoire brodélienne, parce qu'en gros, il y a un type, il écrit sa thèse ou son doctorat, et il s'appelait Brodel, et il fait le titre de sa thèse, c'est un truc du genre l'Europe sous Philippe Ier. Truc très long sur c'est un nom espagnol. Et en fait, lui, il fait pas une étude du roi, parce que là, on s'attendrait, vu qu'il y a le nom du roi dans son truc, on s'attendrait à ce qu'il fasse un top de trucs sur le roi, ce qu'il a fait le roi, les démarches militaires. Il est né en temps. Et il doit y avoir deux paragraphes sur le roi. Et, sur 400 pages. Voilà, sur 400 pages de. Et après, en fait, il te fait une analyse du cours du blé dans toute l'Europe. C'est une thèse d'histoire, hein. Et en fait, avec son analyse du cours du blé, il t'explique tout ce qui s'est passé en Europe sous le règne de ce mec-là. Et parce qu'en fait, on s'en fout de ce qui se passe. Lui, il prend plein de sources, il les croise, et c'est grâce à ça qu'il obtient une vérité assez proche de ce qui s'est vraiment passé à cette époque-là. Parce que comme Newton, quand il te parle d'un mouvement rectiligne uniforme, ça n'existe pas. Ce qu'il a écrit dans la thèse de Brodel est probablement faux, mais à tellement petit pourcentage de faux que ça va, on l'accepte comme étant la vérité historique, ou comme étant la vérité historique qui n'est pas la vérité, qui est une vérité historique. Et je pense que la science, c'est ça, c'est trouver une vérité qui est suffisamment proche de ce qui s'est vraiment passé pour être acceptable. Et ça peut être applicable à tous les domaines. Ça peut être applicable à des domaines très, très théoriques comme les mathématiques, comme la physique. Peut-être pas la philosophie. Oui. En fait, la vérité philosophique, mais voilà. On peut avoir une rigueur scientifique en philosophie. Mais tu peux avoir une rigueur scientifique. Et je vous renvoie d'ailleurs pour moi le masta de ça, c'est Spinoza, quoi. Mais du coup, en sortant juste la philo pour pas se prendre plus la tête, dans les sciences humaines, on cherche une vérité qui est la plus proche de la vérité, et donc ça fait de ça une science, dans le sens où... Mais ça sert à rien de la sortir de la science dure. Parce que dans ce sens-là, on utilise nous aussi des mathématiques pour expliquer des phénomènes, pour essayer de comprendre des trucs et pour faire des prédictions. Et il s'avère que quand un sociologue fait certaines prédictions, elles s'avèrent souvent vraies. Est-ce qu'un climatologue, c'est pas juste un historien qui utilise plus de maths? Oui, parce qu'il étudie ce qui s'est passé. Il fait des carottes. Tu vois. Pas il les plante, mais... Et c'est ce que fait un archéologue, il descend... Et tu peux prévoir des trucs comme les théories scientifiques prévoient des choses qu'elles n'ont pas encore observées. Je veux peut-être paraître monomaniaque, mais moi je reviens sur le coup de la recherche de la vérité. Mon moine qui va faire une ascèse
il est en recherche de la vérité. Est-ce D'accord. qu'il fait de la science? Non, parce Non. qu'il n'applique pas la méthode scientifique. Si, il utilise la méthode scientifique, justement. Mais comme la religion n'est pas une science, il fait pas de science. C'est là où dans ta définition, tu dis l'histoire, puisque tu parles d'histoire, l'histoire est une science parce qu'on utilise la méthode scientifique. Non, c'est pas parce qu'on utilise des outils scientifiques que notre domaine d'expertise en devient automatiquement de la science. Alors, c'est quoi qui fait la différence? C'est le fait c'est le fait J'ai bien... Petit pour blanc. moi. Il faut réfléchir un peu Bring de your temps en shit temps quand même. together. C'est le fait que les productions historiques, justement, elles sont beaucoup plus. Je pense pas que ce soit quantifiable. Ah, déjà elles sont- beaucoup plus. Oui, donc elles C'est sont sûr. influencées. Voilà, et j'enlève le Voilà, beaucoup plus. Elles mets-toi sont, sur un binaire, c'est plus... elles sont influencées par l'époque à laquelle elles sont produites. Est-ce que... Pas par l'état des connaissances. Je parle bien de l'époque, donc de l'environnement dans lequel Bon, elles sont l'environnement culturel. produites. Alors, L'environnement culturel, exactement. La Donc, physique n'est pas une science. Alors, oui, Si, mais, alors, attends. si, justement, parce que la physique, elle est influencée par l'état des connaissances au moment de la production, et pas par alors, les pensées dominantes, on va dire, de l'époque. J'aimerais raconter une petite histoire. Mais toi, tu la connais peut-être. Donc, oui, j'ai vu, j'ai tout. Mais peut-être que tu la connais, toi, Nicolas. Voilà. Dans quel contexte Einstein fait son papier sur la relativité générale? C'est-à-dire Qu'est-ce qui le pousse à faire ça? Ça te parle ou pas? Pour s'occuper. Non, mais... Au brevet à Zurich. La relativité s'occuper. générale, c'était l'extension justement de la relativité restreinte. Oui, alors ce qui va l'emmener à ça, c'est beaucoup... il se trouve qu'effectivement, il travaille au bureau Des brevets à des Zurich. brevets. Bon, il y a certains péteux qui disent l'Office national, blablabla. Bon, enfin, c'est le bureau des brevets, quoi. Faut pas déconner. Et il se trouve que à ce moment-là, il voit passer énormément de brevets qui portent sur l'unification de l'heure en Allemagne. Pour tout un tas de raisons. Déjà pour des raisons politiques de l'ordre de ayant une heure unifiée, c'est un pays uni, etc., etc., toute cette rhétorique-là, puis aussi pour des raisons militaires. Hein, 1914, bon voilà. Et quelques dizaines d'années plus tard, il y a le deuxième chapitre. Alors, à ce moment-là, l'environnement culturel d'Einstein fait qu'il voit passer tout un tas de choses en rapport avec le temps qui lui font, il le reconnaîtra dans beaucoup de biographies, qui lui font penser un certain nombre de considérations qui l'emmèneront à la théorie de la relativité générale. En lui faisant poser des questions du genre si je suis sur un rayon de lumière, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que le temps s'écoule de la même manière si je suis à l'arrêt, si je suis en déplacement? Est-ce que il y a un... En gros, il va détruire petit à petit le temps bloc newtonien l'absolu. en étant influencé par l'environnement culturel. Alors, et Par peut-être... son environnement direct. Bien sûr, mais c'est exactement ça. C'est parce qu'il voit passer toutes ces considérations-là. Maintenant, je te laisse une porte de sortie et éventuellement je te donne la réponse de la porte de sortie. Alors, Parce que j'ai déjà le contre-argument. ouais, il y a les arguments et les Grande surprise. contre-arguments déjà prêts. Mais- Alors, je suis pas d'accord sur le fait que l'environnement est influent Einstein. En tout cas, c'est ce qu'il dit lui. L'environnement C'est ce qu'il reconnaît lui. Non, mais je pense que tu as une mauvaise lecture de ce qu'il dit en fait. L'environnement a influencé Einstein sur le sujet de son étude, ce qui est le cas dans tous les domaines et ce qui est impossible à contrer. Il y a forcément une part de subjectivité dans le choix du domaine d'étude. Donc bien sûr. là, voilà, l'environnement a influencé Einstein, qui a fait qu'il a étudié la relativité, le temps, voilà, pour être général, le temps. Mais cet environnement-là, c'est pas l'environnement directement qui lui a dit tu vas réfléchir aux rayons de lumière. C'est l'environnement qui lui a dit tu vas réfléchir Mais au temps. bien sûr. Et en réfléchissant au temps, il a eu une réflexion scientifique justement qui l'ont amené à avoir différentes conclusions. Alors que dans d'autres domaines d'expertise, c'est pas vrai non plus. Mais... l'environnement
influe sur les conclusions. Là, l'environnement, il n'a pas influé sur les conclusions d'Einstein. Il a influé sur son domaine d'expertise. Non, il a influencé ses méthodes, en fait. Tout comme en histoire, ça influence aussi les méthodes. Parce que la méthode scientifique n'est pas la même à tous les âges. Non, elle évolue. Elle évolue en fonction de ton environnement culturel. Mais est-ce que Tu fais pas exactement la même science avec Copernic qu'avec Dirac ou je sais pas qui. Il y a un exemple tout simple à prendre. Tu prends les Grecs et les Européens sur des périodes de temps qui sont pas les mêmes. Par exemple, les Grecs de l'Antiquité et les Européens du Moyen-Âge. Les historiens grecs, donc on prend le grand truc, c'est le guerre du Péloponnèse, Thucydide. Tu prends les mathématiciens grecs de la même époque, ils avaient une méthode, ils te sortent Pythagore, Thalès, les types te calculent la circonférence de la Terre avec une marge d'erreur de quelques kilomètres. Et de l'autre côté, quelques années plus tard, tu as des types qui t'écrivent les histoires des princes et des rois, et des mecs qui te calculent eux aussi la circonférence de la Terre, mais qui se gourrent de 150 000 stades, hein, et qui du coup, Christophe Colomb, il met 2 mois de plus à traverser l'Atlantique et il manque de crever, quoi. Et c'est pareil, c'est-à-dire que c'est juste un développement de la science qui n'est pas le même, de la méthode qui n'est pas la même. Les Grecs, si les historiens grecs sont meilleurs que les historiens d'après, c'est pas parce que les Grecs sont plus intelligents que les Européens, c'est que la méthode n'est pas la même. Il applique la même méthode que ses copains scientifiques en disant moi je veux vous donner de la vérité. On se dirige doucement vers la fin. Ouais. J'ai envie de conclure par une question qui est finalement la raison de votre venue. Est-ce qu'il y a 2 sciences ? Est-ce qu'il y a une science molle ? Est-ce qu'il y a une science mauvaise ? Une science galvaudée ? Et est-ce qu'il y a de l'autre côté une science dure, une science pure, une science solide ? Comment se porte toi, Nico ? Non, je pense pas qu'il y en ait 2 ou 3 ou 4. J'aime pas trop ça. De toute façon, ce genre de catégorie binaire comme ça me plaît pas trop. Je pense plutôt que c'est vraiment un spectre de pratique, de certitude, on va dire. Même si je pense pas qu'il y ait de certitude absolue dans n'importe quelle science. Je pense juste qu'il y a des questions qui sont attaquables et auxquelles on puisse répondre de manière plutôt certaine, et d'autres avec de plus en plus de marge d'erreur et de place à l'interprétation et peut-être au biais des chercheurs. D'accord. Je trouve assez paradoxal en fait de décrire la science, puisqu'on essaie de décrire la science comme quelque chose qui pourrait laisser place à l'interprétation, justement. Donc pour moi, il n'y aurait pas 2, 3, 4 sciences, il n'y en aurait qu'une. Comme domaine d'expertise, j'entends, il n'y aurait qu'une seule science et pas les sciences, les sciences qui peuvent laisser place à l'interprétation et les sciences plus pures. Une science, elle est pure par définition, quelque part. Donc, il n'y en aurait qu'une, et après, il y aurait des domaines d'expertise, sans les négliger. C'est pas négliger un domaine de dire que ce n'est pas de la science. C'est un domaine d'expertise qui utilise de la méthode scientifique, donc qui se scientifise quelque part, mais qui traite de problèmes qui, par essence, ne peuvent pas être traités de la même manière que, par exemple, les mathématiques. Donc, quelque part, il n'y aurait qu'une seule science, et des domaines qui utilisent les outils que la science a amenés. Il n'y aurait que la protoscience pour se rendre mathématique rigoureux. Et le reste. Non, il y aurait la protoscience mathématique avec des disciplines associées qui utilisent par exemple la physique, par exemple c'est des mathématiques appliquées, et d'autres domaines qui utilisent la méthode scientifique, donc pour faire concis, on va dire la méthode hypothético-déductive, et d'autres domaines d'expertise qui ne peuvent pas se prêter justement à cette approche-là, qui utilisent plutôt l'induction, donc par exemple la sociologie, l'histoire un peu moins, mais la sociologie beaucoup plus, où on voit des faits, on va dire, et on va essayer d'extirper des lois depuis ces faits. Et cette approche-là se prête beaucoup moins à l'approche scientifique, à l'approche des sciences, avec un grand S, mais utilise de la méthode scientifique, ce qui ne dénigre pas ce domaine-là, mais qui les met en marge de la science en général. Admettons.
Et vous, très cher, isolé? C'est sûr, c'est un peu compliqué, mais je pense pas qu'il y ait plusieurs sciences. Je pense que je pense pas qu'il y ait plusieurs. En fait, je pense pas qu'il y ait de sciences. Je pense que tout simplement, il y a une méthode, qu'on peut appeler scientifique, et après on a des domaines de savoir et on essaye d'avoir du savoir dans ces domaines. Et donc de parler en fait, de mettre dans des cases, ça c'est de l'histoire, ça c'est de la truc. Aujourd'hui on sort même la physique sort des cadres de la physique, les maths sortent des cadres des maths, l'histoire sort des cadres de l'histoire, la socio sort des cadres un petit peu de la sociologie. On essaye de faire de l'interdisciplinarité et du coup je pense que la science c'est tout ça, c'est toutes les choses qui permettent d'acquérir un savoir sur lequel on puisse s'appuyer pour expliquer les choses qui nous entourent, donc la physique, la socio. Bon on se revoit après votre thèse, pour faire un bilan, voir si vos avis auront évolué. Peut-être pas à l'antenne, on se fera ça autour d'un verre, tranquille. Ouais, c'est bien. Eh bien, c'est la fin de notre émission Déballe ta science. Très chers auditeurs, merci de nous avoir accompagnés, et eux, inclusif ici, on déconne pas. Pas trop autour de la table, mais... Et je vous dis à la prochaine fois sur 90.6 Radio Nebbia. Merci.